Si tu n'as pas eu 3 noms, moi, c'est 3 noms. 2 noms, ça ne marche pas. Il faut que ce soit 3 noms. 3 noms. Parce que tu vas te rendre compte dans tes conversations, au 3e nom, tu vas te passer à la personne. Puis aussi, c'est d'amener à cet acheteur-là, pourquoi est-ce que tu dois payer ce prix-là? C'est quoi ta vision? Est-ce que c'est un prix? Est-ce que c'est où est-ce que tu vas amener ton produit, etc. Puis allez vers les gens que vous n'aimez pas. Allez vers des gens que vous Allez vers les gens que vous n'aimez pas, vous apprendre quelque chose. Wow. C'est spécial. Et souvent, c'est un côté même qu'on essaie d'éviter. Fait que si tu comprends ce côté-là, tu vas être plus performant dans ton travail. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Alright tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, nouvelle saison, saison numéro 3. On a fini l'année en force avec des grandes invités inspirantes comme Nabil Farah, Riyad Trigui. Aujourd'hui, j'ai un gros poisson pour commencer la saison en force. C'est une personne que je voulais depuis très longtemps. J'ai finalement eu. Merci pour son temps. Merci Thierry d'être avec nous. Merci Seroujane. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici. Ça fait plus que plaisir. Thierry Samlal, un gros courtier, un superstar dans son agence PMML, un des plus grandes agences hypothécaires et immobilières au Québec. Et il est toujours parmi les top numéro 3 avec 250 à 300 millions de volume d'affaires, volume transactionnel plutôt. Alors Thierry, je ne sais pas comment tu fais, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de nous inspirer, de donner le plus de conseils possible pour un courtier qui écoute, un nouveau courtier comme un ancien courtier. C'est l'objectif. Et peut-être qu'avec ce que tu vas nous partager, peut-être que je vais faire le saut vers le commercial, on ne sait pas. On ne sait jamais. La porte est ouverte pour toi. N'importe quand. J'en fais un peu de commercial, mais pas au niveau comme un courtier hypothécaire qui fait uniquement du commercial. Thierry, parle-moi un peu de toi. Qui est Thierry Samlal? Comment que la passion pour le courtage a commencé, pour l'immobilier a commencé? Ben, c'est une histoire quand même particulière parce que moi, à l'époque, j'ai travaillé longtemps en aviation avec mon père. J'ai beaucoup travaillé avec ma famille. Donc, je travaillais en aviation avec mon père. Après ça, on a fermé sa boutique. Mon père a pris sa retraite. Donc, c'était ma première vente de fonds de commerce à l'époque, que j'avais effectué un peu partout avec du marketing dans les États-Unis. Le Québec, finalement, on a vendu au Québec. Je suis passé très vite au monde financier. Puis à l'époque, ma sœur commençait en immobilier. Puis en ouvrant la porte à l'immobilier, puis en partant à partir avec des investisseurs chez Remax, elle s'est retrouvée tout de suite avec 30 mandats. Puis elle m'a appelé, elle m'a dit « Thierry, viens-t'en parce que je ne peux plus subvenir tout seul là, à ces 30 mandats-là. » Donc, je suis venu la rejoindre. J'ai commencé en immobilier comme ça. Ça, c'est ta... C'est ma sœur. Ah oui, ta sœur est dans l'immobilier? Elle est toujours dans l'immobilier? Oui. Chez Remax? Courtière chez Remax. Ah oui? Sandrine Gaudreau et Michael Gaudreau-Bouquet, pour ne pas les nommer, qui sont chez Remax sur la Rive-Sud. Okay. Eux sont restés en résidentiel et moi, j'ai bifurqué à un moment donné avec une opportunité que j'ai eue chez PMML pour tomber dans le commercial pur. Mais à travers toute ma carrière, pendant presque 11 ans, j'ai travaillé dans le résidentiel. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir une affinité pour le commercial. Étant une personne technique à la base, bien, ça m'a beaucoup attiré la mécanique du bâtiment, la construction, la ventilation, climatisation. Puis très, très rapidement, je me suis senti très à l'aise là-dedans. Donc, tu connais la différence entre le résidentiel et le commercial. Tu as vécu les deux de côté. Quelle est la différence, Thierry? C'est pour toi qui as vécu les deux côtés, qu'est-ce que la différence? Pour un courtier immobilier résidentiel qui nous écoute, il n'est pas trop certain s'il veut faire le saut vers le commercial, quelle est la différence? Bien, de un, la durée transactionnelle est beaucoup plus longue en commercial. Mm-hmm. Donc, ça prend un certain niveau, soit un niveau de compétence personnelle pour comprendre ce qu'on vend, ou soit être bien appuyé par une équipe autour de nous qui est capable de nous épauler avec, par exemple, si on prend un immeuble industriel ou un bloc appartement, être capable d'expliquer à l'acheteur ce qu'il y en est au niveau du financement, au niveau du bâtiment, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal au niveau de l'usure, jusqu'à quel point je peux aller chercher du financement sur un immeuble. Il faut être bien entouré ou avoir le knowledge par soi-même. Donc ça, c'est un premier point. Le commercial permet peut-être de ne pas travailler le week-end. En résidentiel, je me souviens, j'étais un petit peu lié à l'horaire de mon client. Puis
Puis la game que je faisais en résidentiel, puis ce qui me donnait beaucoup de mon succès, c'est que j'étais toujours disponible et je disais toujours à l'acheteur ou au vendeur, il ne faut pas jamais perdre une opportunité. Donc, si l'opportunité, c'est ce soir à 6 heures, on la prend. Si c'est dimanche à 2 heures l'après-midi, on la prend. Et là, on devient un petit peu l'otage de nous-mêmes, dans le sens qu'on crée une urgence chez l'acheteur, chez le vendeur. Et là, il faut répondre à cet appel-là et être sur leur horaire à eux. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça, tu n'as pas ça en commercial. Tu peux contrôler ton horaire. Donc, par exemple, dans mon cas, moi, l'agence est fermée la fin de semaine. Fait que si j'ai une offre d'achat qui rentre le vendredi, je pourrais très bien dire, mais je le traite le lundi. Moi, personnellement, je vais le traiter la journée même, mais je peux quand même faire ça. C'est accepté dans les commerciales. Ça, c'est cool. Ouais. Juste pour préciser, hey, si vous voulez prendre votre fin de semaine off, sautez dans le commercial. Honnêtement, on travaille tout le temps, comme par exemple, la semaine passée, j'étais parti à Saint-Martin ou Saint-Martin OK. avec ma conjointe, puis on est allé travailler de là-bas. C'est pas pour closer les transactions là-bas. C'était pas pour closer. OK. C'était pour un événement qui a été annulé, mais nous, on a gardé... Parce qu'on ne sait jamais avec Thierry, il est parti en hélicoptère dernièrement pour closer un client, je ne sais pas où, au Québec. Donc, il est flyé, là. Il faut faire ce qu'il faut faire. Hein, puis il faut aussi se calibrer aux clients qu'on a devant nous. Il ne faut pas avoir... pour moi, un client, c'est un client. Peu importe la grosseur de la transaction. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller en commercial parce qu'ils ont peur de la grosseur de la transaction. C'est 15 millions. Ben, une transaction de 15 millions, c'est comme une transaction de 300 000. On va arriver là. Parce que je vais te poser des questions sur justement. Oui, okay. On va arriver là. Donc, dans le commercial, la différence, fin de semaine off, tandis que résidentiel, tu dois tout le temps être disponible. Quoi d'autre? L'application juridique est importante en commercial. Donc, en résidentiel, c'est souvent cookie cutter, les mêmes genres de scénarios qui se passent. Tandis qu'en commercial, il faut que tu sois prêt à, de un, ne pas travailler avec les formulaires standards de l'OASIC. Donc, des fois, tu vas recevoir une promesse d'achat d'un avocat qui va avoir plusieurs pages, qui n'a pas les mêmes clauses que celui de l'OASIC. Il faut avoir une certaine connaissance juridique du Code civil, puis ce qui peut être fait et ne peut pas être fait. Dans tous les métiers, il y a toutes sortes de professionnels de toutes sortes de niveaux. Un avocat, la différence d'un notaire, c'est qu'un avocat est mandaté pour travailler pour un client en particulier. Il n'a aucune obligation nécessaire nécessairement de protéger les deux parties, tandis qu'un notaire se doit de le faire. Fait que, tu dois avoir une certaine flexibilité. Donc, c'est soit avoir le knowledge de ce qu'est un contrat, ce qu'un contrat doit contenir, de quelle manière doit être bâtie une clause au niveau commercial. Puis aussi être capable, avec un formulaire non standard, d'avoir, attends une minute, il y a une lacune. Là. Il manque une clause, là, on devrait couvrir ce point-là. Parce qu'avec la grosseur des transactions, mais les gens ont beaucoup à perdre au niveau fiscal, au niveau transactionnel. Des fois, des gens doivent déplacer leurs opérations. Dans le cas d'un bloc appartement, il y a quand même du gain en capital, etc. Il y a des choses importantes à regarder qu'on n'a pas en résidentiel. Fait qu'il faut avoir un certain équipement ou être bien entouré là, sur ce point-là. Il faut avoir les connaissances pour parler de tout ça. Est-ce qu'on apprend à l'école? Y a-t-il une école pour apprendre le commercial? Oui. Excusez-moi, j'ai répondu à la question moi-même. Oui, on peut apprendre le commercial, mais est-ce que tout ce qu'on apprend en commercial à l'école, c'est appliqué? Est-ce qu'on doit savoir encore plus? Il y a un stretch de plus si on veut se rendre à un certain niveau. Parce que dépendamment de l'interlocuteur, il faut se mettre à son niveau, puis avoir un certain niveau de connaissance. Puis des fois, il faut être un beau conseiller dans un dossier. Puis être un beau conseiller, des fois, c'est de dire, mais écoute, ce document-là, il manque une clause. Je pense que juridiquement, tu devrais te protéger de ce côté-là. Ce n'est pas inclus ici. Je ne vois pas de risque transactionnel. Il pourrait avoir une chance qu'on se retrouve avec un risque transactionnel, donc il faut le couvrir. Moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tous mes cours de base. J'étais un courtier d'ancien exercice, donc j'ai mon plein permis là, que je maintiens avec l'AMF et l'OASIC. Mais pour quelqu'un qui commence, admettons, quelques cours à l'université en droit, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un bac par cumul et j'ai fait un certificat en droit. Donc, juste couvrir le droit de base du Code civil du Québec va nous permettre de voir s'il y a une lacune dans un dossier. Donc, ça ne coûte pas trop cher. Ça peut se faire le soir. Moi, j'ai fait mon bac par cumul le soir. Il y a certains courtiers que j'ai remarqué qui vont aller chercher, par exemple, leur permis d'évaluation, d'inspection qui va venir donner une valeur ajoutée. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui veut retourner à l'université. Peut-être que ça peut être une idée. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon point. Des fois, même pas avoir le diplôme, juste faire le cours. Ou il y a beaucoup, aujourd'hui, en 2022, il y a tellement
justement de podcasts, de documents, d'informations disponibles sur Internet, se donner le devoir de prendre chaque dossier puis juste décortiquer à travers ça. L'information est toute disponible. On n'a pas nécessairement besoin de s'asseoir sur des bancs d'école pour l'obtenir. 100%. Pourquoi je te dis ça, c'est parce que quand j'ai interviewé Georges Badaji, il me disait qu'il avait son permis d'évaluation. Quand il rentre dans une place, il sait exactement combien ça vaut à peu près. Puis quand, par la suite, on commande une évaluation, il est à un milli de près. Là. C'est vraiment, il est proche des montants. Donc, il arrive très près. Donc, ça monte un peu la crédibilité au client. OK, non seulement il est gros, mais aussi parce qu'il sait ce qu'il fait. Oui. Ouais, ça aide. Dis-moi, parlons de développement des affaires. Oui. Right? Dans le courtage résidentiel, tu transfères avec des clients qui ont des jobs différents. Même chose dans le commercial, mais le net worth de ces clients-là, c'est énorme. Souvent, c'est des clients qui ont 10, 15, 20, 30, dans ton cas, centaines de propriétés. Comment que tu développes? Est-ce que c'est la même chose? C'est quelqu'un qui se demande, là, qui n'a aucune idée. Mais tu travailles toujours tu travailles toujours avec un individu. Parce que la transaction, elle peut se décortiquer. La transaction, elle est fort simple si tu suis un protocole puis une méthode de travail. Mais à la fin de la journée, tu vas travailler avec un individu. Puis un individu, dans sa vie, ça peut bien aller, il peut avoir des enjeux à la maison. C'est la même chose qu'en résidentiel. L'émotivité qu'on voit en résidentiel, dans mon domaine pur, qui est le multilogement, ça existe, cette émotivité-là, parce que la majorité des propriétaires sont très près de leur immeuble. Puis souvent, ils ont acheté leur immeuble depuis 15-20 ans. Ils sont allés là les fins de semaine, ils ont changé la plomberie, etc. Fait que le côté émotif est très développé en multilogement. C'est drôle parce que dans le résidentiel, qu'est-ce qui se dit pour le commercial, c'est que dans le résidentiel, les gens sont très proches de leurs émotions, ils sont attachés à l'immeuble. Dans le commercial, c'est toute une question de chiffres. Alors, c'est le contraire, en fait. Autant que résidentiel, les gens, dans l'investissement, dans le commercial, sont aussi proches de leurs immeubles pour plusieurs raisons. Oui. Puis, tu sais, aussi, il y a un facteur de plus en commercial ou surtout en multilogement qu'on n'a pas regardé, c'est que le propriétaire, tandis que dans le résidentiel, souvent, il y a une motivation à vendre. Hey, j'ai acheté une maison, il faut que je déménage telle date. Je change de place, je déménage, ma conjointe vient d'avoir un nouvel emploi, je change d'école. Change de milieu de vie, je m'en vais habiter à la campagne versus la ville à cause de COVID, peu importe. Mais en multilogement, t'as pas les vendeurs n'ont pas besoin de vendre, puis les acheteurs n'ont pas besoin d'acheter. Fait que c'est toujours une game de dire, s'il ne veut pas me vendre, moi, je n'achète pas. Puis s'il ne veut pas m'acheter, moi, je ne suis pas à vendre. Fait que tu as ce côté émotif-là à gérer dans le dossier que tu ne vois pas en résidentiel. Fait qu'à la fin de la journée, c'est toujours en revenir, ramener les parties à leur but principal quand ils ont signé le contrat de courtage avec toi. Le but principal quand ils sont venus te voir, c'était quoi ton but, là? Ton but, c'était quoi? C'était un objectif financier. Donc, il faut que tu ramènes les parties là-dedans, dans cette voie-là, puis tu conclues ta transaction. Fait que tu as une transaction qui est technique, puis tu as une transaction qui est émotive, agencée à ça. Puis, honnêtement, avoir eu juste le côté technique, je ne serais pas en commercial. Parce que le côté humain est super important pour moi. Mais du côté résidentiel, c'est peut-être un peu trop émotif pour moi. Fait que, ça donne un bon, mix. Donc, il y a un mix des deux dans le commercial. Exactement. Donc, à la fin de la journée, on ne travaille pas avec des robots, c'est des humains à la fin de la journée. Puis, il faut oublier qu'ils ont plusieurs immeubles, plusieurs millions. Ils valent plusieurs millions. C'est juste se concentrer dans leur objectif ultime d'avoir embauché un courtier immobilier. Absolument. Puis, sans vouloir déborder, mais étant un être humain, cette personne-là s'attend à avoir un conseiller. Puis pourquoi ils vont te choisir toi comme courtier versus un autre? C'est peut-être parce que tu vas dire non à un moment donné à cette personne-là. Tu vas dire non, excuse-moi, sur ce point-là, je ne peux pas te l'accorder. Tu n'as pas raison. Même peu importe la grosseur du client, un client, ça a besoin de se faire conseiller. Fait que si toi, comme courtier, tu sens que cette personne-là n'a pas raison, diplomatiquement, il y a une façon de dire non, là, c'est plutôt ça la réalité du marché en ce moment. Puis au début de carrière, souvent, on est un peu gêné de faire ça parce qu'on a peur de perdre des clients. Mais moi, plus je l'ai fait, plus j'ai eu de la notoriété en disant, mais j'ai appuyé ce que je disais avec des statistiques, avec des choses palpables et techniques et vraies, là.
Mais il faut avoir cette confiance-là de dire non, c'est pas ça le marché, c'est ça le marché. Non, c'est un mauvais conseil que vous êtes donné, vous êtes mal conseillé, vous êtes mal entouré. Il faut le dire aux clients. Ça prend du courage. Ça prend du courage. Ouais. Et souvent, quand tu es un nouveau courtier qui veut absolument closer la transaction, là, des fois, il va peut-être skipper sur le nom. Hein. Il va peut-être skipper sur le nom. Tu me disais, excuse-moi, tu me disais, parlant de tout ça, au début, tu avais une conversation avec Grant Cardone et je te posais la question, comment tu le trouves et tout, puis il a investi dans quel type d'immeuble. Tu me disais, au début, il dit qu'il vend des 200, 300 immeubles à ses écouteurs, mais il a commencé, donc fake it till you make it. Qu'est-ce que tu en penses de cette approche? J'adore fake it till you make it. Puis là maintenant, je suis assez bien placé que je peux le dire. J'ai plus de problème avec ça. À un moment donné, je faisais du résidentiel, puis du jour au lendemain, je me suis réveillé, puis j'ai dit, OK, aujourd'hui, je fais du multilogement. Et j'ai commencé, puis à l'époque, il n'y avait personne qui te montrait rien. Il n'y avait pas de tutoriel sur Internet. Tu appelais des collègues, tu appelais des amis. Les gens ne voulaient pas t'aider, ils ne voulaient pas que tu prennes leur place. C'était un autre monde il y a 18 ans, c'était d'autres choses. Puis je me suis juste levé un jour, puis j'ai dit, je le fais. Puis la même affaire en commercial, même affaire industrielle, la même affaire en vente d'espace bureau, c'est qu'à un moment donné, il faut juste faire le stretch de plus, puis faire le move, puis le faire. Puis au début, on ne connaît rien. Moi, ce qui m'a aidé, j'avais un peu de technicalité, un peu de technique. Puis j'ai été très motivé à apprendre. Puis j'étais très aussi motivé à faire les heures. J'ai jamais calculé mes heures. Fait qu'il y a des années que j'ai travaillé 14 heures par jour, presque toute l'année. Là. Il y a des années que j'ai travaillé 345 jours. Tu sais, fait qu'il faut pas... faut être passionné, puis il faut surtout avoir le couteau entre les dents pour avoir faim. Aujourd'hui, financièrement, je suis très à l'aise, mais quand je me réveille le matin, j'ai quand même encore cette motivation-là de dire, j'ai comme toujours l'impression que je m'en vais à la guerre le matin, tu sais. Puis quand je me réveille, je tape mes mains ensemble, puis je fais, OK, comment est-ce que je peux faire de l'argent aujourd'hui? Puis tu pars ta journée comme ça. Puis moi, bien sûr, j'ai un fils, j'ai une motivation. Au début, quand j'étais au début de ma carrière, je faisais beaucoup de ce que je faisais, comme beaucoup de gens le font pour la notoriété, la visibilité et la reconnaissance. Aujourd'hui, je le fais pour avoir juste un patrimoine financier, puis parce que j'aime ce que je fais, tu sais. Nos objectifs changent. Puis aujourd'hui, tu es libre financièrement, tu es à l'aise financièrement. Maintenant, c'est ce que tu veux, c'est build a legacy, un patrimoine financier pour ta famille, pour tes enfants. C'est cool. Donc, il y a toujours, t'as toujours de nouveaux objectifs. C'est pour ça que tu t'arrêtes jamais. Alors, pour le moment, pour moi, c'est aller prendre la place du marché. Alors, c'est pour ça que je travaille aussi fort. Puis, je suis certain que peut-être dans l'avenir, ça va être différent. Bien, tu as pris vraiment beaucoup de place rapidement. Tu sais, puis cette vouloir-là, cette passion-là se transmet à un moment donné. Puis à un moment donné, peut-être que tu vas arriver au même point que moi. Moi, je suis rendu au point que ça fait 18 ans que je fais ça. Et là, bon, je suis rendu à 46 ans. Là, je regarde un petit peu, je fais des placements immobiliers, je fais des placements non immobiliers, etc. Et là, je suis rendu au point de me dire, maintenant, j'ai une équipe. Fait que là, je transmets mon savoir. Fait que là, j'ai 3 juniors qui travaillent pour moi. Je suis en train d'en embaucher 2 autres. J'en cherche justement. Je cherche des gens qui veulent venir travailler dans ce monde-là. Mais c'est de dire, je peux transférer mon savoir à quelqu'un, puis c'est pas perdu. Et toutes les fois où est-ce que j'ai planté en transaction, tout ce que j'ai mal fait, puis j'ai appris dans ma cour d'apprentissage, mais si je peux emmener quelqu'un à ne pas faire ces erreurs-là, puis juste faire ce qui est bien, bien, imagine à quelle vitesse cette personne-là va prendre du poids sur le marché. C'est un art de comment déléguer, puis surtout de transmettre notre savoir-faire à quelqu'un, puis que cette personne-là peut avoir de succès. C'est vraiment un art tiré que je vois que tu as maîtrisé, parce que justement, je connais très bien Amine. C'est grâce à Amine que j'ai eu la chance d'avoir. Amine, merci beaucoup, maman. Très bon élément, Amine. Très apprécié qu'il travaille avec moi. Amine, c'est grâce à lui que j'ai pu avoir contact avec toi. Et Amine, je vois qu'il prend énormément d'expérience en si peu de temps et si jeune en plus. Donc, je vois qu'il y a une personne derrière qui est là pour supporter. Donc, je vois, il faut être chanceux pour travailler avec Thierry. Donc, Amine, non pas pour acquis. Ça fait vraiment plaisir. Amine est exceptionnel. J'ai des bonnes personnes qui travaillent pour moi, des gens qui veulent apprendre. Mm-hmm.
sais, puis justement, quand on rentre dans une équipe ou quand on rentre avec un... Moi-même, quand je suis rentré chez PMML à l'époque, j'avais ma façon de travailler. Et j'ai dû réapprendre à travailler avec PMML dans le cadre de ce que Patrice avait comme direction dans un dossier. Fait que, tu sais, même après 11 ans d'expérience, à peu près, là, donc, grosso modo, je suis rentré chez PMML, puis là, bon, il a fallu que je réapprenne à travailler. Fait qu'avoir cette motivation-là de dire, mettre son ego de côté, puis dire, OK, je vais réapprendre une structure. Et les gens qui font la conversion en commercial, il faut qu'ils soient prêts à laisser leur ancienne façon de travailler pour en adapter d'autres. C'est dur à décrire, mais c'est ça qui va se passer. Là, dans le fond. 100% adapté. Parlons des attentes des clients. Dans le résidentiel, c'est je vais acheter ma première propriété, c'est peut-être mon premier duplex. Dans le commercial, on dirait que c'est d'autres choses comme l'optimisation. Oui, il y a un peu d'optimisation, mais c'est un autre game, un autre niveau. C'est quoi les attentes que tu vois des clients? Oui, mais en résidentiel, tu sais, moi, je suis beaucoup un listing broker. J'ai été un courtier d'acheteurs longtemps en carrière. Puis quand je suis rentré chez PMML, je suis devenu purement un lister. Donc, tu n'en fais pas de... J'en fais très peu d'acheteurs. J'ai peut-être 8 acheteurs avec qui je travaille. OK. De un, parce que les acheteurs, c'est intéressant, mais un acheteur peut te faire 20, 30 promesses d'achat, puis finalement, ben, tu fais rien. Fait que tu passes ce que je veux pas, c'est devenir l'extension d'un client. Puis quand tu travailles trop avec uniquement les acheteurs, tu deviens à un moment donné leur extension. Après que cette personne-là t'ait fait 100 000 $, tu vas un petit peu faire ce qu'elle veut, right? Mais juste pour en répondre à tes questions. Au niveau des attentes, au niveau résidentiel, c'est clair. Quand tu signes le mandat, la personne te le dit. Moi, je m'attends à ce que tu sois ça, 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 ça. Là, je te dis tout de suite, je vais choisir 3 courtiers, je vais appeler telle boîte. OK, je suis quel courtier? Je suis le premier, je suis le dernier. Tu sais, c'est clair, les attentes. En commercial, c'est pas clair. Les gens ne diront jamais c'est quoi leur attente. Fait que souvent, tu connais même pas leur... Ben, parce que c'est la façon qu'ils ont fait des affaires depuis longtemps. Le monde des affaires, c'est un monde qui n'est pas facile, dans le sens que, surtout les gens avec qui on travaille, c'est une clientèle qui est un peu plus âgée. Et la business de ce temps-là, ce n'était pas la business d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus dans le sharing en 2022. Tu sais, avec toutes il y a beaucoup de milléniaux sur le marché. J'ai beaucoup de clients milléniaux en ce moment, puis ils font beaucoup d'argent parce qu'ils sont dans le sharing de l'information. Puis ils se tiennent ensemble, puis ils partagent l'information. Mais les gens qui sont un peu plus âgés ne viennent pas de ce monde-là. Fait qu'ils sont plutôt fermés, beaucoup plus privés et beaucoup plus aux aguets de voir si la personne elle veut voir si elle peut te faire confiance ou pas. Et là, tu dois gagner sa confiance. Fait que c'est plutôt un exposé à sens unique. Puis à un moment donné, des fois, tu te dis, je vais avoir le contrat. Puis là, tu ne l'as pas. Des fois, tu te dis, je ne l'aurai jamais, ce contrat-là. Puis tu l'as. Parce que simplement, tu as répondu aux attentes non dites de la personne. Et comment tu fais entre avoir pitché le client et gagner sa confiance entre les deux? Il y a un mot secret. Qu'est-ce que tu fais? Suivi. Money is the only follow-up. Right? Money is the only follow-up. L'erreur qu'on fait puis je me souviens, moi, quand j'ai commencé chez PMML, j'ai été un solliciteur. J'aime pas nécessairement faire la sollicitation. Au téléphone et tout ça. Call calls et tout ça. Call calls. Personne n'aime ça, faire des call calls. Mais à un moment donné... C'est eux qui disent c'est des mensonges. You guys are liars. mais grosso modo, il faut aimer ça. Puis il faut accepter le rejet comme une game puis comme une joke. Puis là, je suis en train de perdre le fil de ta question. Non, vas-y, j'aime ça aussi. Mais c'est ça, il faut le faire. Puis des affaires que tu dois faire. Fait que dans le suivi constant, la personne, elle veut voir si tu vas tenir ton bout. Elle veut voir si tu vas juste aller vers son opinion parce qu'elle n'arrête pas d'essayer de te mettre une idée dans la tête, voir si tu vas acquiescer à son opinion puis dire « tu as raison ». La personne, elle veut voir si tu vas la conseiller, puis elle va voir si tu vas tenir après le mollet comme un chien là, qui attrape le facteur, qui passe. Fait qu'il faut faire les suivis constants. Puis on les fait à l'heure qu'on les fait. Au début, quand j'étais chez PMML, je me souviens, Patrice et Sana, on était au Régus, là,
au Centropolis, c'était un gros édifice. Puis eux allaient manger au restaurant, puis ils revenaient, puis là, ils voyaient juste ma fenêtre d'allumer dans le building. Puis j'étais là au téléphone. Puis je faisais des téléphones jusqu'à 9 h le vendredi soir. À l'heure du souper, j'appelais le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Puis au pire, aller, c'est qu'ils vont me dire « Ah, je m'excuse, monsieur, je suis vraiment mal pris, puis rappelez-moi dans 1 heure. » Fait que ça, c'est de ne pas avoir peur de faire la sollicitation au moment où est-ce qu'on l'a dans la tête. Parce que si tu ne le fais pas tout de suite, tu vas embarquer dans ton auto, tu vas aller faire ton épicerie, tu vas arriver chez vous, puis tu n'auras jamais appelé ce client-là. Si tu le fais en roulant, tu le fais. Je me souviens quand j'ai développé Sherbrooke puis Trois-Rivières pour PMML, moi, je faisais mes appels de suivi téléphonique en roulant entre Montréal et Sherbrooke. C'est vrai, les courtiers immobiliers, vous avez souvent tendance à être sur la route. Oui. Donc, si tu mets ça pour plus tard, tout le temps, parce que tu es sur la route, oublie ça, il n'y a rien qui va fonctionner pour toi. Tu veux le faire, il fallait maintenant. Tu sais, moi, quand j'ai un signe, tu touches un papier, traite-les maintenant. Pourquoi est-ce que tu vas reprendre ce papier-là, le mettre sur une pile? Ah oui, c'est vrai, ah là, c'est devenu urgent. Traite-les tout de suite. Et surtout, avoir un agenda ou un système ou un CRM, ou name it, là, ça peut être une liste Excel, une feuille de papier. Fais ton suivi, de te parler au client, dans 3 jours, je le rappelle. Si tu n'as pas eu 3 noms, moi, c'est 3 noms. 2 noms, ça ne marche pas. Il faut que ce soit 3 noms. 3 noms. Parce que tu vas te rendre compte dans tes conversations, au 3e nom, tu vas casser la personne. Je dis tout le temps au courtier qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de chacun des podcasts et les mots-clés, qui sont les points les importants. Alors, Thierry, ça, c'est super important. 3 noms. All right, guys, retenez-vous de ça. 3 noms. Donc, harcelez-les. Harcelez les clients tant que c'est longtemps qu'ils ne disent pas non. N'est-ce pas? Oui. Il dit oui. Puis, il y a différentes techniques. Il y a cette technique-là. Il y a la technique de poser les questions. Parce que quand, tu sais, des fois, je choisis de rentrer dans le vif du sujet très, très vite, très technique avec le client. Ou des fois, je vais choisir la longue route. Puis la longue route, c'est le faire parler avec la personne, voir où est-ce qu'elle se situe, poser des questions personnelles. Et là, à un moment donné, tu vas comprendre le body language de ton interlocuteur parce que tu vas avoir testé des paramètres avec cette personne-là, voir, parler de sa famille, elle réagit comment, est-ce qu'elle est contente, pas contente. Et là, tu vas voir physiquement comment elle réagit. Et là, quand tu vas commencer à parler de ton contrat, tu vas voir physiquement comment elle réagit. Tu sais, quelqu'un qui circule comme ça, puis finalement, tu as dit quelque chose, puis la personne, là, tu ne vois plus là. Mm-hmm. Faut que tu ailles creuser, voir pourquoi, tu sais, ça. Mais ça se développe en face à face. Mettons que si tu grattes la tête pendant que je pose une question, ça veut dire quoi? Ben, si tu grattes, peut-être que ça te pique, mais généralement, gratter la tête, c'est justement, je me pose une question, il y a quelque chose qui déroge de ce que je pensais être, et là, je me pose la question par rapport à ça. Wow. Ouais. Les yeux, la bouche, regarder à gauche, à droite, tu sais, tout, c'est... C'est la raison pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que tu sais, ça veut dire quoi? Thierry, il connaît le body posture puis body languages. Ouais. C'est super important aussi, je pense que dans la vente surtout. Ouais. Ça peut tellement dire plein de choses. Puis un petit truc là pour faire ça maintenant, au lieu de procrastiner, c'est compter en l'envers. J'ai lu ça dans un livre, 3, 2, 1, puis boum, tu commences. Non, en fait, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Tu sais, quand tu te réveilles le matin puis t'as pas envie de te lever puis tu dis, OK, dans 5 minutes. Moi, c'est mon truc là. OK, dans 10 minutes, je vais me lever. Dans 15 minutes, je vais me lever. Là, ce que je fais maintenant, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Boum, parti. Tu le fais. Fait que tu te fais ton auto-countdown puis tu sais qu'à 1, tu dois être sorti. C'est ça, exact. Et je vais pas le faire. Je vais pas faire des comptes. Mais dès que je le fais, j'ai pas le choix. Ça veut dire que sinon, ça fonctionne plus. Donc, tu sais, chacun leur truc, mais ça, c'est un truc qui fonctionne. Il y a eu, justement, il y a un livre qui a été écrit sur ce point 5, 4, 3, 2, 1. Mais c'est ça, donc ça, c'est super inspirant. Puis, comment tu développes avec ces gens? Tu sais, la relation d'affaires. Tu sais, moi, selon moi, c'est une des choses que j'aime faire avec mes partenaires, mes clients. C'est, au-delà de juste travailler puis parler du travail, c'est apprendre à les connaître. Pour apprendre à les connaître, j'aime ça passer du temps en one-on-one avec le partenaire. Et ce que je fais, c'est qu'on s'en va souper, on s'en va manger. Ou on s'en va faire une activité. C'est ma façon de développer, bâtir une relation. Dans le commercial, right? C'est comment? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu? Parce que je trouve que dans les films, dans les TV shows et tout ça, c'est ça qui est montré, surtout avec les gens de high net worth. C'était la réalité chez les Québécois? Je te dis, pas dans mon cas. OK. Je sais qu'il y en a qui le font. À un moment donné, arriver avec un certain volume, c'est que tu veux segmenter ta vie personnelle de ta vie d'affaires.
Puis souvent, c'est que ces extras-là se font à l'extérieur de tes heures d'affaires. Fait que moi, à un moment donné, j'ai mis un choix de dire, OK, mes clients, je garde la distance. Un peu comme je suis très près de mon staff, mais je suis quand même très distant de mon staff aussi. Parce que garder cette distance te permet de garder la tête froide. Et dans un milieu commercial, souvent, c'est qu'il faut que tu développes la relation, mais pas trop en profondeur. Pour pas que ton client devienne ton ami. Parce que cette barrière-là, quand ça va venir chaud dans une transaction, tu sais, des fois, quand ton ami te donne un conseil, ça dépend de comment tu es comme personne, mais des fois, comme notre famille nous donne un conseil, des fois, on ne l'écoute pas, ce conseil. Tandis que quand tu gardes une barrière professionnelle, la personne, elle va écouter ton conseil. Moi, la façon que j'ai trouvé de garder cette relation-là, c'est en étant visible sur le marché. En étant quoi, pardon? En étant visible. Donc, en faisant mon petit vidéo mensuel sur le multilogement, où est-ce que j'explique le marché, en toujours invitant les gens à me contacter, toujours prendre des appels, toujours être cordial, même si c'est un petit dossier, même si ça te mène à rien. Toujours rester le centre focal du client. Tu as besoin d'une ressource en immobilier, appelle-moi, je vais te diriger. Tu as besoin d'un entrepreneur, tu as besoin de quelqu'un pour faire du prêt privé. Je connais quelqu'un qui est très compétent, mais c'est juste d'être le point central, parce qu'à un moment donné, quand tu as du volume, tu ne peux pas garder ces relations-là avec tout le monde. Il faut que tu trouves un moyen de toucher à tout le monde dans leur salon, à l'heure qu'eux, ils veulent, en faisant un petit podcast, en faisant un petit vidéo informatif. Fait que les gens, ça m'est arrivé, j'étais à Saint-Martin. « Hey, salut Thierry, comment ça va? » J'étais ma blonde à l'aéroport. Je ne sais pas c'est qui. Parce que cette personne-là a l'impression de me connaître parce qu'elle m'a vu dans les PMML TV et des choses comme ça. Ça, c'est vraiment cool. Comme tu dis, c'est dans les salons, les gens, ils sont en famille, puis ils veulent écouter le marché immobilier. On écoute Thierry, donc ils se sentent très proches de toi. Tu vois? Des fois, quand je suis dans des événements de courtage, il y en a qui vient me dire allô, hey, c'est Eugène. Tu sais, je blague un peu dans mes pods. Je suis moi-même, donc les gens, ils pensent qu'ils me connaissent, et ce qui est vraiment génial. Donc, les vidéos, ce qui permet de faire, c'est justement cette visible. Donc, si tu n'as pas envie de passer la fin de semaine et les soirées, sortir avec tes partenaires d'affaires, ça, c'est une belle façon, right? Qu'est-ce que tu en penses de l'autre façon, par exemple? Je pense que cette façon-là, elle est exceptionnelle. Si tu vas dans ce sens-là, il faut que tu choisisses vraiment tes gens. Dans le sens que, tu peux avoir des affinités avec quelqu'un à un moment donné, dire « Moi, cette personne-là, je l'aime. Ça me tente de développer une relation avec cette personne-là. Ça me tente que ce soit mon ami. » Ça, c'est correct. Au niveau professionnel, je pense qu'il faut aller vers quelqu'un puis créer une relation proche, mais d'échange. Une relation, c'est un échange de deux choses. Tu donnes, tu reçois. C'est give and take. Fait que si tu peux aller vers des gens qui peuvent t'emmener beaucoup, puis à qui toi, tu peux amener beaucoup de business, puis eux, ils peuvent t'en amener, puis en plus, tu as ce petit côté affinité-là, les affaires vont complètement exploser. Fait que prendre le temps. Moi, quand je vais manger avec un collègue, ou je le fais des fois avec des collègues, je le fais des fois avec des clients, c'est très, très, très rare que je vais aller manger avec un client. Très rare que je vais faire des événements avec un client. Parce que moi, j'ai cette façon-là de périr un petit peu. J'aime segmenter mes heures dans ma journée. Là. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Et si on le fait, il faut le répéter. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas le faire une fois puis back out. Parce que là, tu ne crées pas la vraie relation. C'est vrai. Puis ce qui est d'autant important, puis ce qui va te donner succès comme courtier immobilier, c'est toujours être toi-même. Pas essayer d'être la personne que ton client veut que tu sois. Parlant de toi-même, ça ressemble à quoi une transaction rapidement avec Thierry? Du début jusqu'à la fin, du rencontre avec le client jusqu'à la fermeture. Donc, comment ça fonctionne comment avec toi? J'amène déjà au départ beaucoup d'informations. Donc, j'ai vraiment bien étudié le dossier, je l'ai décortiqué. J'amène aussi ma vision à ce dossier-là et je pose la question à la personne, souvent quand je travaille avec un vendeur. Okay, tu veux t'en aller où? C'est quoi tes projets? C'est quoi ton but? Où est-ce que tu vas aller? Puis très, très vite, je vais sortir de ce côté-là parce que la majorité de mes vendeurs, c'est des professionnels en commercial. Ils ont déjà pris leur décision de vendre. Ils savent déjà où est-ce qu'ils s'en vont. C'est souvent des gens qui ont une certaine type de personnalité. Quels sont ces types? Tu as 4 types de personnalités. OK.
Fait que écoute, là, je pourrais pas te décortiquer, là, mais t'as le rouge, t'as le bleu, t'as le jaune, Ah t'as le oui, oui, vert. oui. OK. Les 4. Oui, oui. Il faut que tu saches à qui tu t'adresses. Puis moi, je travaille beaucoup avec du bleu puis du rouge. Si vous voulez savoir c'est quoi le bleu et le rouge, écoutez mon podcast avec Raymond Brisebois, coach de communication. Puis on a fait vraiment le tour de... OK. Ouais, les courtiers sont vraiment chanceux. Ils ont tout avec les courtiers du Québec. Ils ont tous les types de... Toute l'information est Toute là. l'information est là pour devenir un bon courtier. Et c'est ça, il faut savoir à qui que, tu sais, c'est qui l'interlocuteur. Fait que de un, il faut que j'établisse c'est qui l'interlocuteur. Fait que, tu sais, je prépare mon dossier, à qui je m'adresse, à ce qu'il faut que je parle. Rapidement, je vais dire. Il y a des gens, c'est go straight to the point. C'est quoi la dernière ligne, là? Puis là, tu donnes la dernière ligne, puis là, tu décortiques le dossier par la suite et tu montres quand même à la personne que tu as tout maîtrisé. Après ça, une mise en marché très structurée. Là, j'ai une méthode de travail. J'ai une façon de mettre un produit en marché qui est spécifique à PMML. Donc, je suis toujours dans le même protocole. Je fais un petit vidéo explicatif du produit. On fait un vol de drone. Après ça, on lance à des clients. Je fais j'appelle les propriétaires du secteur. J'ai appelé des gens qui ont déjà été Donc ça, c'est la valeur ajoutée que tu mentionnes aux clients, que c'est ça que tu vas faire un peu avec ton agence, avec toi. Mais c'est la beauté d'être, tu sais, chez PMML, un des choix d'être là, c'est que je n'ai pas besoin de m'occuper de tout du côté marketing. Je regarde, je vérifie tout, je contre-vérifie tout, mais j'ai des spécialistes qui s'occupent de ça. Moi, mon but, mon rôle, c'est de lister puis de vendre. Fait que moi, dans mon processus opérationnel, je suis impliqué au moment du listing, mon équipe également, puis au moment de la vente, mon équipe également. Fait que moi, j'amène mon expertise juste à des points précis que j'ai besoin d'emmener. Au début, je faisais tout. Je faisais mon marketing, je faisais mes photocopies. À l'époque, je faisais des photocopies. Là. Il y avait, tu sais, c'était des copies. Je faisais tout de A à Z. Je pense que c'est important de bien comprendre tous les rouages d'une transaction. L'idée aussi, c'est que pour moi, c'est important d'aller chercher le meilleur prix possible pour un vendeur dans un dossier parce qu'il m'a donné un mandat. Puis ma réputation est basée là-dessus. Fait que je vais sélectionner le meilleur acheteur. Puis aussi, c'est d'amener à cet acheteur-là pourquoi est-ce que tu dois payer ce prix-là. C'est quoi ta vision? Est-ce que c'est un prix? Où est-ce que tu vas amener ton produit, etc.? Donc, j'ai un de mes clients qui s'appelait M. Colli à l'époque. M. Colli, je pense qu'il était d'origine indienne, en tout cas. Puis il m'avait dit à un moment donné... C'est parce que je suis Sri Lankais, tu me racontes l'histoire. Un peu pour ça, oui, effectivement. Mais je te dis ça parce qu'il m'avait dit, Thierry, tu sais, il dit, vous, les courtiers immobiliers, vous êtes des superstars. Puis là, il a arrêté de parler de me réaliser. Je dis, pourquoi, M. Colli? Parce que ça vous prend des multiples talents pour faire votre transaction. Et je pense que les gens veulent être avec quelqu'un qui est sérieux, à son affaire, mais qui est capable de détendre l'atmosphère. Puis, tu veux... C'est un peu comme quand tu t'en vas dans un concessionnaire d'auto. Là. Tu veux que ton vendeur soit top-notch, toujours bien habillé, sharp, clean, que les papiers soient bien placés sur son bureau. Il y a une présence à faire au niveau de son apparence, mais une présence à faire au niveau de personnalité. Il y a des gens qui sont plus froids, c'est correct. On a toute notre personnalité, mais pas assez de se cacher derrière quelque chose qu'on n'est pas, parce que le client va le savoir. Il va le voir tout de suite là, qu'on est fake. Fait que c'est pas ça qu'on veut. On veut que la communication soit fluide. Excellent. Alors, parlons de type de client, Thierry. Qu'est-ce que les clients cherchent? T'sais, on parle d'optimisation souvent dans le commercial, de flip, de long terme. Et comment tu te prépares pour vraiment vendre l'immeuble à ses clients selon ses attentes? C'est une bonne question. Mais tu vois, si on regarde, mettons, l'inventaire, si on va en multilogement, parce que moi, je fais du terrain de haute densité, je fais du commercial, je fais un peu de tout, là, mais je fais principalement du multilogement et du terrain pour construire du multilogement. Ça veut dire que tu dois bien connaître le terrain, tu dois bien connaître le marché, le secteur, le potentiel du terrain. Absolument. Parce que je pense qu'on m'a dit que tu donnes un service clé en main. Oui. Oui. J'ai fait mes recherches. on fait mes recherches. Bien, au fait, oui. De un mois, j'ai beaucoup de statistiques. Chez PMML, on a 3 analystes à temps plein. Ça fait, depuis que l'entreprise existe, qu'on compile les statistiques. Fait que notre puissance statistique est au-delà de ce qu'on peut trouver, de loin de ce qu'on peut trouver sur le marché. On a des statistiques très précises sur à peu près tout, sur les vendeurs, les acheteurs, sur les immeubles, sur les secteurs, sur les terrains, partout au Québec. Fait que déjà là, avoir cet équipement-là, pour moi, est hyper important parce que quand je me retourne, je n'ai pas besoin de le chercher. Je fais un appel, j'envoie un courriel, je le lis la même journée. J'ai tout ce que j'ai besoin tout le temps. Quand je ne l'ai pas, je le demande, puis éventuellement, je l'ai.
Au niveau des clients, ça dépend avec qui tu travailles. Et 75% des immeubles vendus au Québec sont en bas de 12 logements. Après ça, tu as 23% entre 12 et à peu près 60 portes. Puis le reste, le 2-3%, c'est en haut de 60 portes. OK. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça puis tu comprends ça, tu te dis, bon, de quelle manière je peux conseiller un vendeur, de quelle manière je peux conseiller un acheteur? Et si j'ai 5 acheteurs qui m'appellent et disent, Thierry, je veux tout, 100 unités en montant, c'est très populaire sur le marché là, depuis que le monde est monde, je veux 100 unités en montant. J'ai 88 portes. Non, je veux 100. Achète donc 88 parce que ça représente 2 du marché. Tu sais, fait que déjà, savoir l'attente du client de ce côté-là, c'est intéressant. La majorité des propriétaires, c'est des petits propriétaires. Donc, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont peut-être 50, 60 portes, etc. Eux, ils ont des attentes qui sont plus précises, qui sont différents d'un fonds d'investissement privé ou d'un REIT qui arrive, qui a d'autres attentes. Fait que, en multilogement puis en terrain, tout est une question de rentabilité puis une question de quand est-ce que je vais ressortir ma mise de fonds de mon investissement. Et historiquement, au Québec, tout était basé sur un schéma de 5 ans. Fait que les gens faisaient des calculs, des projections sur 5 ans, puis essayaient de sortir leur argent au bout de 5 ans. Fait que je mets 100 000 dans mon projet de cash down, je veux récupérer mon 110 000 à la fin. Ça, aujourd'hui, Tout en gardant l'immeuble. Tout en gardant l'immeuble. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Fait que maintenant, il faut commencer à faire des projections sur 10 ans parce que la valeur des immeubles au Québec a pris beaucoup d'ampleur parce qu'il y a beaucoup plus de gens au Québec qui ont de l'argent, chose qu'il n'y avait pas avant. Il n'y a pas beaucoup de liquidité au Québec. Là, il y a beaucoup de liquidité de propriétaires qui détiennent des immeubles depuis 20 ans, qui là refinancent puis ont du liquide, fait qu'ils arrivent sur le marché. Puis là, tu as des acheteurs qui viennent du restant du Canada qui ne voulaient pas venir avant parce qu'il y avait la barrière de la langue, français, anglais, ou qui ne voulaient pas venir parce qu'avant, il y avait une barrière au niveau du Code civil versus le common law au restant du Canada. Même chose pour les Américains, qui maintenant sont prêts à venir au Canada. Pourquoi maintenant ils sont prêts à venir? En fait, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a absolument rien qui a changé, c'est juste la disponibilité de l'inventaire a changé. Fait que là, ils regardent, eux, ce qu'ils peuvent acheter chez eux, puis ils regardent le développement de Montréal, le développement économique qui est accéléré à Montréal, le développement relié autour des transports aussi qui est développé. Ils regardent le vouloir d'immigration à Montréal, puis ils se disent, il y a une opportunité là, Montréal, la province de Québec est sous-spéculée en ce moment, je vais venir investir là-dedans. Et ça, je le vois à Montréal, je le vois à Québec, à Gatineau, mais je le vois à Sept-Îles, je le vois à Gaspésie, je le vois à Sherbrooke, je le vois partout maintenant sur le territoire. Tout jeune que je suis, moi, mon objectif, si j'achète du multilogement, ça serait optimiser pour aller chercher le plus d'argent possible en une période de temps très courte. Oui. Moi, je ne suis pas dans la game d'attendre pendant 10 ans de temps. Oui. Je ne sais pas où est-ce que je vais dans 10 ans. Donc, est-ce qu'il y a aussi ce type de clientèle qui... Il y en a, oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a énormément. Énormément. Est-ce que les opportunités sont toujours là pour ces gens-là? Ils sont toujours là, dans le sens que sont là... au fait, la majorité des acheteurs actuellement sur le marché sont des optimisateurs. Okay. Fait que des fois, ils ne sont pas structurés. Fait que ce qui arrive, c'est que quand tu as plusieurs optimisateurs qui contactent un propriétaire directement puis qui le sollicitent, à un moment donné, ça perd un peu de corps envers le propriétaire. Parce que le propriétaire dit, écoutons, ils ne sont pas tout à fait organisés chez ces gens-là. Fait que des fois, être représenté, ça peut changer beaucoup. Arriver avec un courtier qui a plus d'expérience puis dire, OK, on arrive structuré. Voici la structure de la promesse d'achat. Voici la structure du financement, etc. Pour répondre à ta question, tout le monde veut optimiser. Fait que même les fonds d'investissement privés et les REITs, ce qu'on appelle du value add. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent le produit, ils vont tenter d'augmenter les revenus ou diminuer les dépenses pour en sortir un revenu net plus élevé, pour obtenir plus de financement et pour réduire la mise de fonds à court terme. Fait que l'idée actuellement, c'est puisqu'il y a autant de gens sur le marché, il faut aller vers des produits qui ne sont pas nécessairement sollicités de façon standard. Et quand on fait de l'optimisation, il faut injecter temps, négociation, argent, knowledge. Il ne faut pas être pressé dans le marché d'aujourd'hui. Fait qu'il faut vraiment regarder un horizon, mettons, de 5 ans, je te dirais, pour sortir l'argent d'un immeuble. Il faut être prêt à en laisser dans l'immeuble. Dans le modèle qu'on a aujourd'hui, il y a de moins en moins de rentabilité dans les immeubles. Par contre, il y a une rentabilité qui existe. Ce n'est pas le retour sur la cash. Mettons, je mets 100 000, ça me rapporte 2 000 par année, je fais 2 de rentabilité sur la cash. Mais c'est aussi sur l'équité. Le fait que les locataires payent pour moi mon hypothèque.
Ça, c'est un deuxième facteur de rentabilité. Puis le troisième facteur de rentabilité, c'est le fait que naturellement, le marché va prendre la valeur. Fait que ce que je veux, c'est que je veux que mon immeuble prenne la valeur par rapport au prix que je l'ai payé, mais en même temps, je veux baisser mon hypothèque. Ça ressemble à quoi une journée de préparation avant de solliciter un client pour qu'il vende son immeuble? Je me prépare pas vraiment. Je me prépare pas vraiment parce que souvent, cette personne-là a déjà la réflexion dans la tête. Fait que moi, tout ce que je fais, c'est que je prends sa réflexion puis je l'amène à la surface. Donc, je perds pas de temps dans la préparation. Je m'en vais directement dans l'action de la sollicitation. OK. Et cette personne-là, souvent, si jamais je vois qu'il y a une ouverture de vente, je vais dire, parfait, explique-moi ton immeuble, je vais aller faire mon analyse puis je te reviens. Fait que là, je peux spécifiquement adapter mon analyse à cette personne-là, puis je ne perds pas de temps sur la préparation. Il n'y a pas une période de stress. Je dois me préparer avant d'appeler. Souvent, des fois, c'est comme un couteau à double tranchant. Quand tu te prépares, c'est mieux. Mais en même temps, quand tu te prépares, ça te donne un peu plus de stress parce que là, tu sais que tu t'es préparé pour justement parler avec le client. Toi, tu fais vraiment le contraire. Donc, tu vas vraiment avec l'objectif du client. Qu'est-ce qu'il veut? Tu essaies de sortir son objectif. Des fois, il y en a qui ne vont pas nécessairement te dire upfront. Et par la suite, vous allez parler de l'immeuble. Et là, tu vas faire tes recherches. Absolument, Ouais. absolument. C'est un numbers game, le commercial. Fait que, tu sais, je me souviens que quand je fais beaucoup moins de sollicitations aujourd'hui, mais ce que je faisais, j'avais une feuille de papier, puis j'avais un crayon. Puis là, je faisais, tu sais, les barres des prisonniers. Et tu fais 1, 2, 3, tu fais 9 barres, puis après ça, la dernière barre, c'est la 10e barre, c'est un strike. Puis moi, mon but, c'était de faire 100 appels dans la journée. Puis là, je partais mes appels, là, je faisais mon strike, puis je faisais mes 100 appels dans la journée. Puis sur 100, c'est la loi de Pareto. Avant, c'était 20-80, là, c'est plus rendu comme, je te dirais, 15 à 10 sur 100. Là. Fait que 10 à 15 clients sur 100, tu vas closer. Puis là-dessus, il y en a un ou deux que tu vas vraiment signer. Fait que sur 100 appels, tu vas peut-être en signer 2. Donc, soyez prêts à travailler. Là. Soyez prêts à travailler, mais à un moment donné, ce qui arrive de fil en aiguille, c'est que, tu sais, il faut partir la roue, puis à un moment donné, les gens vont te rappeler. Ouais. C'est ça que je remarque. T'sais, là, je suis comme à ma 5e année, officiellement. Et là, je revois des clients qui reviennent, des partenaires qui me rappellent. Je vois que sans même solliciter, sans absolument rien faire, tout le travail que j'ai mis rapporte maintenant fruit. Tu vois? Donc, toi, avec 18 ans d'expérience, ton téléphone, tu as sûrement manqué une trentaine d'appels. Oui, ça vibre depuis tantôt. Mais tu as raison parce que, tu sais, des fois, on travaille comme courtier immobilier et on a l'impression de perdre notre temps. Aujourd'hui, j'ai pas fait, tu sais, j'ai rien fait. Non, c'est pas vrai. Là, tu as toute l'expérience. Tu t'es fait dire non 50 fois dans la journée. Là, tu t'as compris que quand tu utilisais tel mot, tu arrêtais ta phrase à telle place qui disait non. Tu as changé ta méthode. Tu as appris quelque chose. Et ça, aujourd'hui, moi, je suis vraiment dans le micro-psychologique, là. Fait que là, j'analyse mes dossiers, je suis capable de dire où est-ce qu'un client va aller parce que je l'ai entendu le client le dire peut-être 100 fois avant. Fait qu'il n'y a aucune perte de temps. Il faut juste être prêt à faire notre argent plus tard. En investissement immobilier, c'est la même chose. Je connais un paquet de jeunes investisseurs en 25, 35 qui, aujourd'hui, dans leur compte de banque, il n'y a pas grand-chose, là. Mais dans 10 ans, ils vont être millionnaires. Ouais, parce qu'ils commencent jeunes. Fake it till you make it, ils s'essayent. Ouais. Puis c'est une question, les locataires payent ton hypothèque. Fait que même si tu ne fais pas d'argent, les break-even, tu arrives au bout, quand tu refinances, quand tu vends, tu vas avoir créé de l'équité. C'est comme moi dans le financement privé. Je sais exactement les objections. Ça fait 5 ans que j'ai la même patente-là. C'est ça, tu es professionnel de cette patente-là. Exact. Donc, tu sais, le commercial alternatif, les frais, les taux d'intérêt à 12%. C'est une des raisons pourquoi beaucoup de courtiers hypothécaires, résidentiels comme dans le commercial, ils vont recourir à mes services. C'est comme le courtier des courtiers. Donc, quand ils ont un dossier privé ou alternatif, ils n'en font pas tous les jours. Ils peuvent recevoir une fois par année. Donc, tant qu'à essayer puis planter le dossier, travailler avec un gars comme moi qui se spécialise là-dedans uniquement. Et ça change vraiment la situation. Donc, c'est parce que je suis quelqu'un d'expérience dans ce domaine. J'en ai parlé à plein de personnes, toujours les mêmes choses. Donc, je sais c'est quoi les objections de chacun des clients, surtout quand on parle de taux d'intérêt.
à 12%, on se dit qui va payer de 12%, mais il y a des clients qui veulent payer de 12% pour leur situation. Alors, il faut savoir vendre, tout simplement. Il faut savoir leurs produits. Tu as raison. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, quand tu réfères quelqu'un, tu te réfères toi-même. Parce que tu prends un risque quand tu réfères quelqu'un. Ça, c'est bon, ça. Tu sais, parce que là, le client te demande une référence. Il te fait confiance. Si tu réfères quelqu'un qui n'a pas de confiance, il n'est pas capable de livrer, ben c'est ça. Fait que c'est important de... Puis ce que tu dis, je l'ai vécu, c'est qu'à un moment donné, ces gens-là préfèrent ne pas... Et c'est là où est-ce que se spécialiser dans quelque chose fait la différence. Et c'est le upper edge. Les courtiers immobiliers, il y en a une tonne, des courtiers. C'est comme des vendeurs d'assurance ou des gens qui vendent des fonds de placement. Il y en a une tonne. Avec qui tu veux travailler? Qui tu veux devenir? Est-ce que tu veux... tu sais, c'est comme faire des podcasts, faire des petites vidéos sur Facebook ou sur TikTok, whatever. Est-ce qu'on est rendu là? Ouais. Moi, je suis rendu là, moi aussi. Tu es rendu là? Ouais. Qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message? Puis comment est-ce que tu vas te différencier? Et c'est ça qui va faire la différence. Fait qu'il faut trouver quelque chose d'original, puis il faut mettre de l'avant-plan des fois d'autres personnes à part que nous pour avoir cette notoriété-là. Puis toi, qu'est-ce que j'adore de toi, c'est que c'est la façon que tu divulgues l'information sur les réseaux sociaux, et c'est complètement différent. Habituellement, les courtiers, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est une excellente façon de commencer. C'est documenter la journée, c'est vraiment bien. Mais toi, tu pars du marché. Surtout dans le commercial, je pense que c'est super important de paraître comme un connaisseur. Et tu es un connaisseur du marché de ton secteur. Et tu parles de l'immobilier, des statistiques et tout. Donc, tu gagnes énormément de confiance avec les clients. Donc, ça, c'est une belle façon d'analyser le marché, là. Absolument. Puis ça n'a pas, tu sais, du marketing, c'est de la répétition. Ça n'a pas besoin d'être long. Ça a juste besoin d'être court et de qualité. Ça peut être 30 secondes, ça peut être 1 minute, très court, une fois par semaine, mais toujours cogner sur le même clou. Puis à un moment donné, le clou va rentrer. Là, tu es rendu à 10 minutes sans arrêter, là. Est-ce qu'il y a des coupures des fois? Ben là, je suis rendu à 30 minutes. 30 minutes? On me chicane au département de marketing. Mais, tu sais, c'est dis-moi la vérité. Il y a des points où tu coupes, tu recommences. Non. Mais Plus maintenant. je suis loin. Au début, je me souviens quand Patrice est venu me voir la première fois, il dit Thierry, il va falloir que tu fasses un meeting. Tu sais, il va y avoir tant de personnes. Je dis oh my God, j'y ai pensé. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais tellement travaillé dans ce domaine-là que je possédais de l'information que les autres n'avaient pas. Puis que finalement, je pouvais transférer cette information-là. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste d'y aller au naturel puis de rester dans ce qu'on connaît. Puis, that's it. Le reste va se faire tout seul. Maintenant, je ne me prépare plus. Rapidement, l'organisation, à faire autant de ventes, lister autant de propriétés, tu as besoin d'une équipe, tu as besoin d'une organisation. C'est quoi ton outil préféré? Que sans ça, là, you can't live. J'ai un CRM assez monumental et très profond en termes de contenu chez PMML. On a un CRM incroyable qui est vraiment adapté à vraiment mes besoins. Tu sais. Fait que j'ai le CRM. Je suis un nouveau ancien. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec la technologie, mais je travaille beaucoup aussi à l'ancienne. Fait que je vais avoir ma checklist. Puis c'est de toujours avoir toutes ces transactions en tête. C'est sûr, mettons, quand tu as 65 mandats, 30 promesses d'achat, ça te prend des gens pour te backer, pour s'occuper du gros du dossier, mais toi, vraiment faire des suivis sur des points précis. Puis, normalement, un dossier, tu as un suivi à faire par jour. Un listing, tu as un suivi à faire par jour. Un achat, tu as un suivi à faire par jour. Il faut que tu fasses un suivi par jour dans tous tes dossiers. Donc, tu es à 65, tu en fais 65 suivis par jour? Oui. Ou ton équipe fait 65? Ou ton équipe l'en fait. Okay. Ou tu pinpoints des points fatidiques dans un dossier, dire OK, dans 3 jours, je me fais un suivi. Puis là, tu laisses ton équipe faire un suivi à tous les jours pour s'assurer qu'il n'y a rien. Parce qu'un des plus gros problèmes que nous, on a, c'est un des plus gros enjeux, pour ne pas utiliser le mot problème, c'est la durée de la transaction. Nous, avant, nos transactions duraient 3 mois. Maintenant, ils durent 9 mois. Fait qu'en 9 mois, des problèmes qui peuvent arriver avec un vendeur, un acheteur ou avec un immeuble, il peut y avoir des puces de lit, il peut y avoir des cafards, il peut y avoir une infiltration d'eau. Tu veux raccourcir ta transaction au maximum. Fait que tous les petits délais, là, toutes les journées, là, ça va aller en vendredi. Non, ça va aller à demain, parce que si ça va en vendredi et c'est pas répondu vendredi, ça va aller en lundi. Là, tu perds une semaine. Fait que tu veux vraiment être suivi. Nice. Puis, tu sais, quand tu
tu adresses la parole au client et tu expliques un peu tes services. Tu sais, comme tu dis, j'ai fait mes recherches, puis on m'a dit que tu t'offres un service clé en main, un client qui veut optimiser, qui veut acheter un terrain, par exemple, mais il n'y a pas une structure. Est-ce que tu conseilles, est-ce que tu donnes l'accompagnement, est-ce que tu recommandes des personnes un peu comme tu disais, que tu réfères, c'est ta réputation quand tu réfères. Alors, est-ce que c'est quelque chose de naturel pour toi de référer, pour vraiment structurer pour ce client? Ce que je vais faire surtout, c'est qu'on va travailler sur une projection de base. Tu sais, on va dire, regarde, OK, voici l'immeuble, voici combien que ça te prend le financement aujourd'hui, voici la performance de l'immeuble aujourd'hui. Voici, si on continue sur la même tendance, puis on ne fait rien, on fait juste augmenter nos revenus un peu, puis augmenter nos dépenses un peu. On garde le même modèle, voici où est-ce que tu vas être rendu dans 5 ans. Fait que ça, moi, je donne ça au client. Après ça, moi, je vais demander au client de faire ses recherches de marché. Puis je vais dire, va voir combien tu peux louer dans le secteur. Moi, je peux lui donner chez PMML, on a toutes les données statistiques par secteur. Puis je lui donne la moyenne. Je lui donne l'écart des loyers. Je donne la population dans le secteur. Je donne les outils. Après ça, il y a un bout. Ça, c'est le bout de chemin que moi, je fais. L'autre bout de chemin, pour que le client ait du succès, c'est qu'il faut qu'il fasse sa vérification de terrain lui-même. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si je ne fais pas ça, les transactions ne se passent pas. Fait que l'acheteur doit... Si tu l'impliques pas de l'acheteur qui fait ses recherches. Il doit faire ses recherches, l'acheteur aussi. Fait que, tu sais, aussitôt que la semaine passée, on m'a dit, Thierry, qu'est-ce que tu me suggères entre ces trois propriétés-là? Je dis, ben, regarde, moi, je peux t'emmener jusqu'à ce point-là. Le reste du chemin, tu dois le faire. Parce que tu dois... Si tu ne fais pas ça, puis le client ne fait pas... Parce qu'il y a un bout de chemin que toi, tu peux faire. Si le client ne fait pas le reste, ne fait pas ses vérifications de marché, il pourrait planter. Puis après ça, tu ne veux pas avoir ça sur ta conscience. Puis tu ne veux pas non plus que cette personne-là perde de l'argent. Tu veux son succès, parce que son succès, c'est ton succès, right? Fait qu'il faut que tu donnes le plus gros du chemin, puis après ça, tu demandes à l'acheteur de s'informer. Tu sais, des fois, j'ai des acheteurs qui m'appellent, qui sont vraiment green sur le marché, mais je vais les référer au site web. Parce que je veux qu'ils se familiarisent avec le marché du multilogement ou du terrain, ou peu importe. Parce que je ne veux pas qu'ils arrivent à un point où est-ce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître l'opportunité que je leur amène. Puis sinon, moi, je perds mon temps, puis il y a cette personne-là aussi. 100%. Ouais. On a presque fini, guys. Merci énormément pour ton temps, Thierry. Merci à toi. Les dernières questions sont aussi importantes que les premières. C'est quoi les 3 meilleurs conseils que tu peux donner à un nouveau courtier qui veut se lancer dans le commercial, qui a déjà de l'expérience dans le résidentiel? Quelles sont les attentes que tu penses qu'il devrait avoir et c'est quoi les conseils que tu peux donner? C'est 2 questions en une. Pour avoir étudié toutes les boîtes de courtage au Québec, là, c'est d'aller vers la boîte de courtage qui va te donner le plus d'outils à la base. Okay? Parce que tu veux partir ta journée avec des outils, parce que quand tu vas arriver devant le client, puis le client qui est un professionnel, souvent le client connaît des fois plus sur son marché local que toi. Sur c'est qui le voisin, etc. Il faut que tu arrives équipé. Puis si tu n'as pas de statistiques ou si ça te prend beaucoup de temps à les avoir, bien, ton avantage concurrentiel ne sera pas là. Donc, un de mes avantages, moi, ça peut être PMML, ça peut être un autre, mais chez nous, c'est que j'ai tout déjà. En arrivant, j'ouvre mon ordinateur dans mon auto, je révise mon dossier, je sais exactement c'est qui les voisins, j'ai toute l'information sur le propriétaire, qu'est-ce qu'il possède, quand est-ce qu'il y a. Fait être équipé de ce côté-là, c'est important. Avoir l'information, détenir l'information. 2, en commercial, se mettre sous l'aile de quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que ce qui va arriver, c'est que sur le terrain, tu vas arriver vite devant un fait parce que si tu n'as pas d'expérience, ça va paraître. Fait que si tu commences, tu es aussi bien de commencer sous l'aile de quelqu'un que d'essayer de tout apprendre par toi-même. Qu'est-ce qui arrive si tu arrives devant une boîte électrique, tu as un transformateur 600 volts, puis tu arrives devant une porte de garage industrielle, est-ce que tu sais si elle est ajustable ou pas ajustable? C'est quoi la hauteur de plafond? Combien de palettes tu peux mettre dans C'est tout des points que si tu n'as pas, puis tu te présentes devant le client, oublie ça, tu n'auras même pas le mandat, tu n'auras pas le deal. Fait que tu es aussi bien d'être sous l'aile de quelqu'un pour commencer. Fait qu'avoir l'information, donner l'information sur le marché, avoir une firme qui te pompe l'information, être sous l'aile de quelqu'un, puis de 3, avoir une structure de travail, puis faire tes suivis. Parce que la personne, elle est ultra sollicitée. Si toi, tu fais un suivi toutes les semaines, crois-moi que l'autre personne ne le fera pas toutes les semaines de suivi. Et c'est ça qui va différencier
peu importe ton âge, moi, j'ai commencé à 27 ans à peu près en immobilier. Là. Puis avant ça, j'étais dans le domaine financier, puis j'étais en aviation, puis j'étais excessivement jeune. Mais quand j'arrivais, puis je parlais à mon interlocuteur, les gens savaient que je savais de quoi je parlais. Fait qu'ils me donnaient une chance. Puis là, je faisais de la business comme ça. Tellement d'informations ici. Guys, prenez des notes, c'est super important. L'objectif, c'est d'écouter, puis prendre pas tout l'épisode au complet, puis appliquer, mais 2-3 choses que Thierry nous partage. Puis il a partagé énormément de trucs qui peuvent vraiment exploser votre business. Moi, je suis certain que je vais appliquer plein de choses. Donc, Thierry, Écoute, je suis toujours disponible. Hein, si les gens veulent me contacter, c'est fort simple. J'ai peut-être pas l'air accessible. Un petit courriel, un petit téléphone, un petit conseil gratuit. il m'a répondu à son courriel. Donc, guys, il est accessible vraiment là. Je suis accessible et puis, c'est ça, je cherche à recruter. Donc, je cherche C'est des ça ma gens prochaine aussi. question. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches dans des courtiers qui vont faire partie de ton équipe? Je cherche la confiance dans la méthode de travail. J'ai une méthode de travail qui est particulière, mais qui réussit. Donc, il faut que la personne soit capable de changer sa façon d'opérer, puis juste un peu arriver avec son épice à la sauce. On a comme la sauce à rajouter son grain de sel, mais être capable de s'adapter au changement. C'est très important. Le marché change tout le temps. Et nous, c'est le changement, pas avoir peur des heures de travail. Puis le reste, c'est un domaine lucratif. Si tu es un courtier qui nous écoute et tu veux faire partie de l'équipe d'Attirer, je viens de changer ta vie, donc appelle-le parce que ça va être puissant. Pour moi, Patrice Ménard et Sandra Benzacourt ont changé ma vie. Là, Wow. Fait que si je peux le faire pour quelqu'un, ça va me faire plaisir. C'est des grands leaders, puis j'apprécie beaucoup. Si Patrice, Sana, vous nous écoutez, ben, je vous apprécie, guys. Vous êtes une grande inspiration pour le Québec, dans le courtage surtout. Dernière 2-3 questions encore, puis on a fini, Thierry. Ça fait de la peine de dire qu'on a fini. Oui, hein, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Je pose toujours cette question. Si tu avais un livre à nous recommander, parce que j'en lis beaucoup, puis je pense que les livres, tu peux tellement apprendre à travers les livres, l'expérience des différentes personnes. Alors, y a-t-il un livre que tu nous recommandes et pourquoi? Absolument. Les 4 accords Toltec. J'aime ça. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi le nom du site encore? C'est les 4 accords Toltec. C'est français? C'est de M. Ruiz, c'est un Espagnol, puis c'est juste 4 principes de vie. OK. Puis c'est un livre qui est fort simple à lire. Là. Ça se lit en une après-midi, ça prend 4 heures. Ah ouais, OK. C'est pas un... Tu sais, moi, j'adore les petits trucs de motivation le matin. Là, je vais mettre un petit YouTube de motivation, tu sais, un petit quelque chose. Leslie Brown, Tony Robbins, Cardone, Gary Vee, c'est tous des gens qui... Tu devrais écouter Patrick Bet-David. Patrick Bet, oui. Ouais, lui, je suis allé voir un de ses séminaires. Tout un homme. Il a le flair, il a la confiance, il a vraiment le tout. Puis, je l'ai même shooté pour qu'il participe à mon podcast. Il m'a challengé. Oui? Il m'a challengé. Okay. Alors, il m'a donné des devoirs à faire. Alors, il faut que je travaille sur ça. Donc, je le souhaite prochainement. Je peux même t'écrire une petite lettre de recommandation si tu veux. Il n'y a pas de souci. Merci, Thierry. Les 4 accords Toltec, aller chercher un coach, avoir des gens plus grands que nous. Moi, j'ai coaché Tony Robbins, j'ai Patrice Ménard qui est mon coach aussi. J'ai ma blonde qui est mon coach. J'ai des amis qui sont coachs à des moments. C'est aller chercher des gens qui sont plus forts que nous dans des domaines. Puis aller vers les gens que vous n'aimez pas. Aller vers des gens que vous aimez pas. Les gens que vous n'aimez pas là, vont vous apprendre quelque chose dans la vie. Wow. C'est spécial. Parce que souvent, c'est un côté de nous-mêmes qu'on essaie d'éviter. Fait que si tu comprends ce côté-là, tu vas être plus performant dans ton travail. C'est vrai. Ouais. Tu sors avec une femme ou un homme toxique, puis tu sais que... Peut-être pas à ce point-là, mais... Tu sais que tu ne veux pas ça dans ta vie prochainement. Alors... ce livre, parfait. Une dernière fois, c'est quoi le nom? Parce que les 4 accords Toltec. Parfait, guys, ça c'est vraiment bon. Un podcast, à part les courtiers du Québec, bien sûr. Ça va être difficile, je sais. J'adore Gary Vee. Gary, OK. Gary Vee, j'adore le côté cru de Gary Vee, dans le sens que j'aime pas quand il fait des parjures. Je suis capable de le tolérer. C'est son côté direct. Ouais. Puis son côté, non, t'as pas raison. Non, pourquoi tu fais ça? T'sais, Gary va aller vraiment dans le vif de dénuder une situation,
sais, des fois, des situations sont très complexes. Aller vers le côté plus simple de la situation. Puis, tu sais, des fois, des clients qui m'envoient des gros, longs courriels, là, puis on est en négociation. Puis là, à la fin de la journée, je fais, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il m'envoie une courriel d'une page. C'est quoi qu'il veut vraiment, là? Bien, il veut juste qu'on reconnaisse ce point-là. Parfait. Fait que son courriel, là, c'est juste ça qu'il veut. J'appelle le vendeur. Peux-tu m'envoyer un courriel comme quoi tu as reconnu? Transaction est closée. Rentrez pas dans la complexité des gens. Les gens sont complexes, ils vivent des choses. Vous, votre travail, c'est de décomplexifier ça. Être simple. Et rendre ça simple et facile. Yeah. Les gens veulent que ça soit facile. Amazing. Et dernièrement, et j'adore cette question, si on pouvait reculer en arrière et rencontrer le jeune Thierry qui vient tout juste de commencer dans le domaine, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Arrêtez de dire non. Arrêtez de dire non. Become a yes man. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là avec Jim Carrey. Oui, ça fait longtemps, oui. Oui, fait que lui, il est obligé de dire oui à tout. Fait que là, il se ramasse dans des situations incroyables. Mais tu te contredis, parce qu'au début du podcast, il me dit « faut savoir dire non ». Oui, mais là, tu confuses les courtiers, là, je ne comprends pas. Là. Ben, il faut être capable de dire à un client qui est dans la mauvaise direction. Mais au début de ma carrière, j'ai dit non à beaucoup de choses. OK. Et peut-être que si j'avais été un peu plus ouvert aux opportunités puis à essayer des nouvelles choses, peut-être que je serais ailleurs aujourd'hui. Peut-être que j'aurais atteint des niveaux plus rapidement. Fait que moi, c'était mon petit truc personnel à moi, c'est que souvent, je dis « Ah non, je n'irai pas là. Ah non, je n'essaierai pas ça. » Puis l'autre conseil qui va avec ça, prenez donc tous les dossiers. Si vous commencez là, dans la vie, commencez pas à choisir vos dossiers. Là. Prenez tous. Les plus payants, les moins payants. J'ai pris des dossiers, moi, à 1 000 $, 5 000 $. Mais qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui qui me permet maintenant, je faisais des ventes ça me permet maintenant de travailler avec des avocats parce que j'ai fait 5 000 $, j'ai presque rien fait, mais j'ai décortiqué un dossier, ça m'a pris la semaine. Mais ce dossier-là m'a permis de tout comprendre les bouts, puis capable de travailler aujourd'hui. Et même si tu ne sais pas le dossier, tu ne sais pas comment travailler le dossier, travaille avec quelqu'un. Moi, j'ai eu, à ma 2e année dans le courtage, j'ai eu une propriété, un immeuble à Saint-Hubert. Ça vaut 3-4 millions. Puis, tu sais, un jeune de 24 ans, et on parle de 3-4 millions de valeur, je tremble, là. Et le mec qui m'appelle de l'Europe, sa mère habite ici. Lui, s'il fait le tour, il a la belle vie, il veut refinancer la propriété de sa mère. Là, il me dit, je veux refinancer à 1,5 million, quelque chose comme ça. Je dis, ouais, il n'y a pas de problème, tu traques le meilleur courtier hypothécaire. Je connais fuck all, je connais vraiment rien du commercial. Donc, j'ai dit oui, mais ce que j'ai dit aux clients, c'est que j'ai une équipe avec qui je travaille. C'est eux qui vont... c'est moi qui parle avec le client, mais c'est mon équipe qui travaille derrière le dossier. Tu sais, c'est comme ça que j'ai closé la transaction et c'est ma plus grosse transaction quand j'avais 24 ans. Alors, ouais, puis je connaissais absolument rien du dossier. Je connaissais absolument rien. Alors, vous pouvez prendre tous les dossiers, juste avoir des bonnes personnes. Des belles ressources. Des belles ressources, exactement. Des bonnes personnes, des belles ressources, comme dans l'alternatif, comme dans le privé, comme dans le commercial. Hein, c'est ça que vous avez besoin. Absolument. C'est ça. Guys, donc merci beaucoup Thierry. Jean, merci pour l'opportunité, c'était très agréable. Ça me fait plaisir Thierry, puis vraiment, ça fait très longtemps que je voulais t'avoir. Puis, on a réussi à le faire. Donc, puis, c'est ça. Donc, guys, merci à tout le monde. Merci pour l'écoute. Merci Thierry. Passez une excellente journée. Take care. Prenez soin.